Eh bien écoutez, bonjour, je suis ravi de vous recevoir, maître Raphaël Bougnol-Brochier. On a été mis en relation d'une bien belle manière, puisque j'ai rencontré il y a quelque temps un avocat que j'aime beaucoup, avec qui je vais souvent déjeuner, qui s'appelle Mathieu Brochier. Et ce bon Mathieu, alors qu'on était en train de déjeuner, me dit « Mais est-ce que tu as déjà eu dans ton podcast un avocat ou une avocate qui serait avocat au conseil ?» Donc j'ai déjà réfléchi, je me suis dit, merde, c'est quoi un avocat au conseil? C'est au conseil de Constit, c'est à la cour de casse, c'est au conseil d'État. Donc j'ai fait semblant de savoir ce que c'était, je suis allé vite regarder derrière, non, je savais en réalité. Il m'a dit, mais tu sais, ma femme, vraiment, elle est bien, il faudrait le faire. Donc je me suis dit, Mathieu Brochier, qui n'est pourtant pas commercial, à placer des gens, à avancer des gens, me recommande de rencontrer quelqu'un. Et donc je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Moi aussi, ravie, merci de me recevoir dans votre podcast. Donc j'ai beaucoup entendu parler par Mathieu, mais aussi par plein d'amis à moi qui ont été interviewés. Donc je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Eh bien, j'espère que vous allez de présenter cette profession qui mérite d'être un peu mieux connue d'avocat au conseil. Très clair. La première question est toujours la même. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate ? J'étais une étudiante littéraire qui faisait de l'histoire, de la philo et qui a fini par faire Sciences Po, et en faisant Sciences Po qui s'est rendu compte que la matière qu'elle aimait le plus c'était le droit, et qui est donc devenue une avocate un peu sur le tard, avec cette particularité d'être très littéraire à l'origine. Vous avez fait l'école de droit du coup à Sciences Po ? Non, à l'époque j'avais fait affaires publiques. L'école du droit était encore au tout début, et comme j'avais jamais fait de droit en arrivant à Sciences Po, du coup j'avais opté pour affaires publiques, ce qui paraissait c'était la voie la plus générale, même si j'avais bien hésité à l'époque avec affaires culturelles. Voilà. Donc c'était au tout début, et j'ai connu le droit et le droit public à Sciences Po. Et j'avais la chance qu'il soit enseigné par des conseillers d'État très très brillants, et du coup on a vraiment commencé avec des cours passionnants en droit public. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que en fait la matière que j'aimais le plus c'était le droit. Très clair. À l'issue de Sciences Po, qu'est-ce que vous faites ? À l'issue de Sciences Po, je me pose plein de questions. Et je fais une école de commerce parce que j'avais pas assez fait d'études comme ça. Et donc, et c'est pendant l'école de commerce que je m'inscris en parallèle à Paris 1. Et donc je vais à l'ESCP. Ça me plaît, j'apprends à faire des tableaux Excel, du M&A. Mais bon, je me dis quand même que ce que j'aimerais bien faire, c'est tenter d'être avocat. Donc je m'inscris en parallèle à Paris 1. Et j'ai passé le barreau quand j'étais à l'ESCP. Et ce qui était bien à l'ESCP, c'est qu'il y avait des forums professionnels. Donc j'ai tout de suite pu trouver des stages, alors même que j'étais encore à l'ESCP. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire. Donc j'ai fait des stages très jeunes, en fait. Et okay. C'est ça qui... donc dans des cabinets d'affaires à la base. Et c'est ça qui m'a... C'est pour ça que j'ai décidé de passer le barreau après et d'être avocate. Donc vous devenez avocate, vous faites des stages déjà avant de devenir avocate, puis à l'école d'avocat. Vous allez où ? Alors mon premier stage c'était chez Freshfield, et ensuite comme j'avais besoin de gagner de l'argent quand j'étais étudiante, c'était finalement les stages c'était une bonne chose, donc je n'ai pas cessé de faire des stages. J'ai été une super stagiaire parce que j'ai commencé tôt. Après j'étais chez Weil Gotshal. J'ai fait 3 stages chez Weil Gotshal, et j'ai eu de la chance parce que ça s'est bien passé, et j'ai tanné mon associé à l'époque qui a fini par m'envoyer à Londres. Et donc c'est comme ça que j'ai pu commencer à travailler à Londres. Et puis quand j'étais chez Weil Gotshal, on m'avait dit oui quand même chez Darrois Villet en droit public c'est super. Et donc j'ai candidaté chez eux et j'ai fait mon stage final chez Darrois. Voilà. Très clair. Et première collab, on va où ? Donc première collab, on va à Londres parce que j'avais une opportunité, ça s'était très bien passé à Londres. Donc première collab, on part chez Weil Gotshal à Londres en droit de la concurrence. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que la France, Paris, la famille, les copains nous manquent, et on se projette pas sur le long terme à Londres. Et donc on rentre et on va chez Darrois Villet en collab. Voilà, en droit public et en droit de la concurrence. Et là, comment ça se passe alors ? Parce que finalement, c'est la première fois que vous avez l'exercice de la profession en tant que collaboratrice sur le territoire national. C'est quoi qui change par rapport au rôle de stagiaire ? Quand vous étiez stagiaire, vous passez collab, c'est quoi la diff ? La différence, c'est qu'on est in charge, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une merde, c'est pour nous, quoi. Et on est vraiment lancé dans le bain tout de suite. Et ce qui est bien chez Darrois, et ça forme beaucoup, c'est qu'on est tout de suite dedans. On se retranche pas derrière quelqu'un, en fait. On est vraiment
tout de suite aux manettes du dossier, on rédige des notes, on en rend compte aux clients et donc du coup tout ce qu'on fait, on est obligé de le faire bien et on peut pas laisser passer des fragilités ou des doutes parce que on va être tout de suite mis en responsabilité dès la plus jeune collab en fait. C'est ce qui était la richesse de cette formation. Très clair. Vous commencez sur quel type de dossier ? Alors moi, quand je suis arrivée, je faisais deux choses très différentes. Je faisais du droit de la concurrence et comme j'avais travaillé à Londres, c'était des dossiers de M&A avec contrôle des concentrations, avec plein de gens, des mails qui arrivaient dans tous les sens tout le temps. Et par ailleurs, comme j'étais publiciste, j'ai commencé à faire du contentieux public régulatory avec des gros dossiers de contentieux qu'on avait aussi devant le Conseil d'État. Et donc, je faisais les deux. Voilà. Donc, c'était assez divers, varié et intense, on va dire. Parce que c'est vrai que ça reste une spécificité du cabinet de Vous Nexité, c'est qu'il y a la possibilité pour les collaborateurs de faire des passerelles entre différentes matières, ce qui est moins le cas dans des cabinets comme Weil ou comme Fresh. Ah oui, derrière, clairement. on est vraiment attitré à un département. En fait, si la richesse je pense qu'ils ont cette synergie entre le corporate et le contentieux. Ce qui fait que les gens qui font du contentieux connaissent très bien le corporate, ce qui est très important quand on a des contentieux pré- ou post-opération. Et les gens qui font du corporate ne sont pas non plus ignares sur les volets contentieux. Donc, c'est très important puisque quand ils font des opérations, il faut qu'ils les fassent bien et qu'ils anticipent derrière les risques contentieux. Et chez Darrois, il y a une équipe publique concurrence qui travaille vraiment ensemble. Et c'est très riche parce qu'effectivement, sur tous les volets, tous les contentieux de public, avec des aspects régulatory concurrence, c'est très riche d'avoir une équipe de concurrence. Et en droit de la concurrence, voilà, il y a aussi un volet contentieux qui va principalement devant le juge judiciaire, mais aussi quand même devant le juge administratif. Et ils travaillent vraiment ensemble. Donc c'était ma formation initiale et ça m'a beaucoup aidé après pour la suite pour être avocat au conseil, puisque du coup, j'ai fait du public, mais aussi dès le début du droit privé sur le volet concurrence, qui m'a aidé à élargir mon scope, on va dire, et ne pas et du coup découvrir la technique de cassation sous tous ses aspects et ne pas me réduire à une seule matière. Ouais. Mais d'ailleurs, je reviens à ce que vous disiez par rapport aux synergies qui puissent exister entre le conseil et le contentieux. On le voit même dans l'effectif du cabinet, sur les 28 associés. Il y en a déjà 30% qui sont rattachés vraiment à des matières contentieuses, et dans les 70% restants, on a des associés qui vont aussi eux-mêmes intervenir sur du contentieux, ce qu'on voit rarement dans des cabinets d'affaires où on sait que majoritairement c'est le M&A et la concu qui tirent une grosse partie du chiffre d'affaires. Donc même au niveau de l'effectif, on le voit. Vous restez combien de temps chez Darrois ? Je suis pas restée très longtemps parce que il y avait Mathieu et c'était pas idéal. Une love story à ses débuts dans ce cabinet, voilà, c'était bien que je parte. Et aussi parce que moi j'ai travaillé beaucoup avec François Sureau et donc il est parti et voilà, du coup je suis restée moins de 2 ans. C'était bien, mais voilà. Je regrette pas. Ok, donc vous partez dans les valises, si je me permets l'expression, de François Sureau ? Exactement, oui. Je vais passer par un autre cabinet entre-temps, parce que bon, il y a eu un petit couac, j'ai eu du mal à quitter Darrois, puis finalement après j'avais regretté, donc j'étais partie... Mais donc j'ai rejoint François et Patrice Spinozzi en 2015, voilà. Très clair. Et là, vous restez combien de temps avec eux ? Qu'est-ce qui va se passer avec eux ? Je suis restée 6 ans avec eux. C'est là où j'ai vraiment découvert la profession d'avocat au conseil. J'ai eu la chance de la découvrir dans un cabinet un peu à part où François Sureau il avait une activité qui ressemblait aussi à celle d'un avocat qui avait été un avocat d'affaires qui faisait aussi des choses devant le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, donc c'était très riche. Et Patrice qui avait un aspect droit de l'homme, droit pénal, donc tout ça mélangé et avec une exigence toujours très élevée. Donc, je dirais que c'est là où je me suis vraiment pleinement épanouie dans le droit et dans la pratique du droit. Très clair. Donc, en fait, vous arrivez chez Darrois en 2013. En 2015, vous partez avec Spinozzi et Sureau. Exactement. Et eux, ils deviennent directement avocats au conseil ou comment ça se passe ? Patrice Spinozzi était déjà avocat au conseil depuis plusieurs années et François Sureau, les deux, il a été nommé en 2013. 2014, je ne sais plus. 2013, je crois. Et alors, comment ça se passe, vous, quand vous étiez avocate inscrite au barreau de Paris, je veux dire avocate traditionnelle, entre guillemets, vous devez vous omettre du barreau ou vous restez membre du barreau ? Non, en fait, quand on est collaborateur d'avocat au conseil, on reste membre du barreau de Paris, on est avocat à la cour,
D'ailleurs, on peut avoir son activité parallèle d'avocat à la cour. Et par contre, on exerce en tant que collaborateur d'avocat au conseil. Voilà. Mais on reste avocat à la cour jusqu'à ce qu'on devienne soi-même avocat au conseil. Et là, on quitte le barreau pour l'ordre des avocats au conseil. D'accord, donc les avocats au conseil ne sont que les avocats associés au sein des voilà. avocats au conseil. Exactement. Mais tous les collaborateurs sont des avocats à la cour. Très clair. Et ça change quoi, une pratique en tant que collaborateur d'avocat au conseil versus une pratique de collaborateur dans un cabinet d'avocat d'affaires? En fait, moi, j'étais dans un cabinet un peu hybride. Donc, il n'y avait pas tellement de différence dans le rythme de travail et dans la façon dont je faisais les choses. Quand je travaillais avec François chez Darrois ou quand je travaillais avec François quand il était tout seul dans son cabinet. Après, dans les cabinets, donc c'était un peu particulier. Et c'était bien d'ailleurs parce que ça m'a tout de suite mis en contact avec les clients, ça m'a appris à gérer des gros dossiers et c'était une super formation. Après, c'est vrai que dans le collaborateur qui est dans une étude, on va dire, plus traditionnelle, le rythme n'est pas le même que celui des avocats d'affaires parce qu'il va être plus sur des dossiers en fait, où il a plus le temps, on va dire, d'approfondir, et c'est important, puisqu'on est quand même dans la réflexion en pur droit. On est moins dans l'instantané de répondre à des mails toute la journée, on peut plus prendre le temps de réfléchir. Après, par ailleurs, c'est aussi très exigeant, donc c'est un peu différent. Je dirais que c'est pas tout à fait la même pratique quand on est collaborateur. Et du coup, le cabinet Spinozzi-Suro, c'était un peu un ovni en 2015 sur le côté hybride de l'activité. Non, ça restait un cabinet d'avocats au conseil, mais c'est vrai que la personnalité des associés faisait que c'était un cabinet particulier, intéressant, mais ça restait un cabinet d'avocats au conseil. Hein. Est-ce que ça fait peur pour un collaborateur de partir dans un cabinet d'avocats au conseil? Je prends un exemple. Les collaborateurs aujourd'hui qui rentrent dans des cabinets d'avocats d'affaires ont une possibilité, c'est de pouvoir devenir indépendant si jamais ils ne sont pas associés, de pouvoir aller s'associer dans un autre cabinet d'avocats ou de pouvoir devenir associé de cette structure-là, mais on n'a pas de jauge, si j'ose parler ainsi, au sein de la profession. On pourrait très bien avoir 40 000 ou 50 000 avocats au barreau de Paris. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous avez eue? Oui, en fait, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est et on se dit on n'a pas de perspective. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller travailler avec des avocats au conseil. Alors, quand on travaille avec Patrice et François, on se disait, après, je peux aussi retourner dans un cabinet d'affaires parce que c'était très prestigieux de travailler avec eux. Mais on a peur de ça. On se dit, je vais me fermer des portes. Et moi, à l'époque, je me souviens que j'avais un peu tardé à y aller aussi parce que je craignais ça. Or, c'était faux, puisqu'en réalité, ça m'en a ouvert beaucoup. Puisqu'on peut devenir soi-même avocat au conseil, en fait. C'est ce qu'on dit à nos jeunes collaborateurs qui sont très bons en droit, mais qui se sont pas forcément épanouis sur le long terme dans les cabinets d'affaires. C'est qu'en réalité, ils ont des perspectives. Surtout s'ils souhaitent eux-mêmes devenir avocats au conseil. S'ils souhaitent pas le devenir, après, c'est une autre façon de pratiquer. Ils n'auront pas la perspective d'être associés, mais ils auront le fait de travailler sur des dossiers très intéressants, d'avoir un rythme de travail qui est moins soutenu que dans les cabinets d'affaires. Mais ceux qui veulent vraiment se challenger peuvent aussi, parce que nous, on les encourage à faire la formation d'avocat au conseil, on les pousse pour eux-mêmes devenir un jour avocat au conseil. Il y a une formation, du coup, à avoir derrière. Ouais, il y a une formation qui est un petit peu, qui dure 3 ans. Ok. C'est à l'IFRAC, ça s'appelle l'IFRAC, c'est l'Institut de formation des avocats au conseil. Et c'est une formation qui dure 3 ans. Ça peut paraître un peu long et rébarbatif au début, mais en réalité, ça me semble nécessaire pour se former à la technique de cassation avec 3 matières. C'est-à-dire, la première année, vous faites du droit civil et du droit public. Souvent, on est soit publiciste, soit civiliste, donc on a une matière qu'on découvre. La deuxième année, vous faites des civil, public et pénal. On introduit le pénal. Et la troisième année, vous faites les 3 et vous préparez l'examen de sortie, plus des stages au Conseil d'État, à la Cour de cassation. Et pendant les 3 ans, il faut aussi passer la conférence du stage. C'est une obligation. C'est une obligation.
Voilà. Et il faut l'obtenir pour pouvoir... Non, puisque moi, je ne l'ai pas eu, par exemple. Mais Quelle honte. c'était terrible, je l'ai très mal vécu. Le soir où j'ai raté, à quel tour j'ai déprimé, j'ai regardé le grand bleu et après, ça allait mieux. Non. On peut être un très bon avocat au conseil. J'ai plein de confrères très, très brillants qui l'ont raté. Mais il y a aussi des confrères très brillants qui l'ont eu. Et des mauvais qui l'ont eu, on en connaît plein. Non, c'est assez exigeant. Mais après, c'est une conférence qui est très différente de la conférence des avocats à la cour, parce que c'est très juridique, c'est beaucoup moins dans l'improvisation. Il n'y a pas l'équivalent, par exemple, du deuxième tour qui est à la conférence. Okay. C'est très maîtrisé, c'est codé. Mais parfois, il y a des avocats qui sont secrétaires dans les 2 conférences. La classe. Là, c'est la classe. Ouais. Là, c'est la méga classe. Voilà, donc ça c'est un passage obligatoire. Et sur le coup, quand on n'est pas trop attiré par ça, on peut le voir un peu de manière un peu rébarbative en se disant ça va me faire souffrir beaucoup. Mais en fait, c'est bien parce que ça vous force à plaider devant un auditoire et ça vous prépare en fait à ce que vous allez faire après. Très clair. Puisque les avocats au conseil, on plaide pas mal en fait. À l'IFRAC, l'examen de sortie, c'est l'équivalent du CAPA, donc un examen que tout le monde a, ou c'est un examen qui est sélectif? Non, c'est sélectif en fait. Tous les ans, on peut redoubler. Okay. Et on peut pas redoubler plus de 2 fois la même année. Maintenant, c'est plus souple qu'il y a une certaine époque. Il y a une certaine époque où on rentrait, ça durait 3 ans et on pouvait pas l'interrompre, même si on était enceinte, par exemple. Donc, c'était un peu contraignant. Alors qu'aujourd'hui, on peut suspendre. Par exemple, on peut faire 1 an, avoir sa première année, puis après dire, bon là, j'ai envie de faire une pause, j'arrête pendant 1 an, et après reprendre... c'est plus moderne. Et c'est une bonne chose. Et ça se passe en cours du soir? Parce que vous travaillez quand même à côté. Vous n'avez pas interrompu votre carrière pendant 3 ans. Cours du soir, 1 fois par semaine, et il y a des examens. Voilà, ça c'est examen en 5 heures sur table. C'est un petit retour. Il faut le voir, quoi. Un petit retour. Non, en fait, mais pareil, quand on fait ça, on se dit finalement c'est absurde parce qu'on fait jamais un dossier en 5 heures, c'est complètement con. Et en fait, dans la pratique, parfois, il faut vraiment. On est dans des situations d'urgence où le fait d'avoir appris à essayer de cerner un dossier en 5 heures, ça vous est utile aussi. Donc, par exemple, un référé devant le Conseil d'État ou un permanence des référés devant le Conseil d'État. Moi donc j'ai la permanence des référés que je fais 2 fois par an et je suis membre du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État, où du coup je dois instruire des dossiers. Et parfois, j'ai pas beaucoup de temps pour les instruire et il faut rapidement identifier s'il y a un moyen de cassation ou pas, puisque l'aide juridictionnelle devant les juridictions suprêmes, elle est conditionnée à des ressources, mais aussi à l'existence d'un moyen sérieux de cassation. Donc les membres des bureaux d'aide juridictionnelle, c'est des magistrats, mais c'est aussi des avocats au conseil. Et ce qu'on regarde, c'est s'il y a un moyen sérieux de cassation. Donc on doit avoir l'œil aguerri sur ce genre de choses, et c'est bien d'avoir eu cette formation qui est exigeante, mais ça nous a permis de se challenger, mais pour après être un meilleur professionnel. Donc il faut pas... Ce que je dis souvent aux collaborateurs qui ont envie de se lancer, c'est qu'il faut pas avoir peur en fait. C'est exigeant, c'est long, mais c'est étape par étape, et franchement, c'est tout à fait... Si on est sérieux et qu'on travaille, c'est tout à fait possible. Très clair. Si j'étais aujourd'hui avocat collaborateur dans n'importe quel cabinet d'avocat à Paris et que je voulais prétendre à travailler dans votre cabinet d'avocat au conseil ou dans un autre cabinet d'avocat au conseil, je pourrais prétendre à quelle rétrocession? Je ne vous demande pas les rétrocessions exactes au sein de votre cabinet, mais des grandes masses. Est-ce qu'on est payé comme chez Darrois, comme chez Skaden, ou plutôt comme chez LPA, CGR, GID, Jantet, etc. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, moi, quand j'étais avocate chez Darrois, la grille n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 107 plus 28. Et donc, quand j'ai recruté mes premiers collaborateurs, je me disais, finalement, je leur offre la même grille que moi quand j'étais junior chez Darrois, et j'avais l'impression que c'était super, jusqu'à ce que je réalise que la grille, en fait, chez Darrois, elle avait beaucoup augmenté depuis l'époque où j'étais collaboratrice. Donc clairement, on ne recrute pas sur la même grille que les cabinets d'affaires. Après, les collaborateurs expérimentés, au bout d'un moment, arrivent à des choses, je dirais, à peu près semblables. Parce que dans les grands cabinets d'affaires, type Skaden, tout ça, de toute façon, c'est très haut au début, et ça finit à un moment par... sauf si on est dans le partner track, mais si on n'est pas dans le partner track, ça finit par stagner quand même un petit peu. Et je pense qu'un collaborateur très expérimenté, très aguerri d'avocat au conseil, en fin de carrière, peut arriver
pas tout à fait à la même chose, mais elles prétendent plus ou moins à la même chose, avec finalement des conditions de travail hyper exigeantes aussi, hein, mais peut-être un rythme quand même un peu moins hardcore. Mais au début, on n'est pas sur les grilles d'Arroa. Non, mais on ça est... commence à peu près à combien? On est à 47 000 UJA, on est plutôt à 50 000, 60 Ah 000, non, on n'est pas à l'UGA, on n'est pas du tout à l'UGA, on est bien au-dessus. Moi, je pense qu'on est un peu dans des cabinets français, on est à peu près semblable à ça. Ok, très clair. Comment on évolue? Donc, vous arrivez en 2015 chez Spinozzi-Suro, vous restez 6 ans au sein de ce cabinet. Comment on évolue en tant qu'avocat au conseil, collaborateur d'avocat au conseil? Parce que dans les cabinets structurés anglo-saxons américains, et même maintenant dans certains français qui sont en train de se structurer, on a des grades, junior, senior, manager, etc. Déjà, est-ce qu'il y en a dans les cabinets d'avocats au conseil? Et deuxième question, c'est comment est-ce que vous montez en responsabilité ou en autonomie par rapport à un cabinet d'affaires traditionnel, si vous me passez l'expression? En fait, c'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, il y a dans les cabinets d'avocats au conseil, il y a c'est pas aussi structuré que dans les cabinets d'affaires où il y a pas, par exemple, junior, middle, senior, associé. Mais il y a quand même aussi une expérience qui est prise en compte. Donc, par exemple, le collaborateur junior va pas traiter les mêmes dossiers, la même complexité que le collaborateur confirmé. Donc, il y a le junior. En fait, en réalité, il y a aussi cette grille entre le junior, le middle et le confirmé et le super confirmé. Mais qui est une grille de fait et pas de... En fait, je pense que c'est pas formalisé parce qu'on n'a pas de RH, mais avec les collaborateurs, on leur dit, bon, pour l'instant, tu es junior, t'as 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, sur les dossiers que tu traites, c'est super, tu peux progresser dans ta technique de cassation, tu peux progresser dans ta rédaction, et quand tu auras vraiment, tu seras monté en gamme, je pourrais te confier des dossiers qui sont plus compliqués. En fait, c'est plus le dossier est compliqué, plus le collaborateur, on le confie à quelqu'un qui est senior. Et maintenant, sur moi, les dossiers que j'ai les plus complexes, je mets 3 personnes, en fait. Je mets un junior qui va faire une première rédaction des recherches, un senior confirmé qui va le relire et peaufiner son mémoire, et moi derrière qui vais encore revenir dessus et retravailler, on va retravailler ensemble. Ça, c'est sur les dossiers les plus compliqués. C'est quoi un dossier complexe? Ce que je l'entends en droit des affaires, par exemple, vous avez une méga fusion qui est en train de s'opérer, par exemple Veolia-Suez, avec des problématiques de tous les côtés, on va engager des responsabilités, on va avoir des problèmes de concurrence, on va avoir des problèmes contractuels, le PIT, droit du travail, j'en passe et des meilleurs. J'entends cette complexité par le volume, par la difficulté à pouvoir aussi gérer la fusion. J'avais l'impression que pour un avocat au conseil, c'était vraiment par rapport à la règle qu'on allait pouvoir appliquer, à la façon dont ça allait pouvoir fonctionner, à la procédure, à l'état de la jurisprudence. Comment on détecte, entre guillemets, un dossier complexe au départ et on décide de mettre 3 personnes dessus plutôt qu'une seule? Déjà, on le détecte parce qu'il pose effectivement, au regard de la question qui est posée, s'il y a une question, ou s'il y a 2 questions, s'il y a 3 questions, 4 questions de principe. Donc là, déjà, 2, 3, 4 questions de principe, ça devient compliqué. Après, si on a un gros dossier devant en première instance et en appel, ça veut dire qu'on a, nous, un très gros dossier qui remonte avec des longues écritures, un arrêt qui est très long, qui est très fourni, beaucoup de pièces qui ont été examinées. Donc, pour traiter toutes, pour faire l'instruction du dossier, c'est long. Et aussi des correspondants exigeants qui ont eux-mêmes été confrontés à des choses difficiles et qui arrivent vers nous un peu tout à la fin du parcours. Donc je dirais que c'est les 3 composantes qui font que là, tout de suite, on le détecte comme dossier compliqué. Et là, l'associé, il est impliqué à 300% dans le dossier, normal. Très clair. Ça se facture comment un dossier devant le Conseil d'État ou la Cour de casse? On fonctionne au taux horaire, comme ça, c'est un cabinet d'avocats, on fonctionne au forfait. Ça dépend des dossiers. En fait, ça dépend des dossiers. Les dossiers classiques qui n'avaient pas de complexité particulière, on a une tradition de modération des honoraires, dans le sens où on ne va pas les facturer trop parce que voilà, c'est l'application d'une technique de cassation classique et
on sait qu'on va pas y passer trop de temps, donc c'est une facturation plutôt par rapport à ce qui se pratique dans les cabinets d'affaires très modérée. Après, sur les dossiers complexes qui nécessitent vraiment un investissement et du temps, on facture à l'heure ou on négocie un forfait. Ça dépend un peu du client. On nous demande souvent de faire un budget. Okay. Et dans le budget, on indique le taux horaire et à peu près ce qu'on anticipe de manière générale. Donc ça ressemble un peu à ce que font les avocats dans les cabinets d'affaires. Mais pas aucun success fee. Par exemple... Si, on le fait aussi parfois sur des gros dossiers où on sait que si on gagne, ça aura des conséquences. Donc il n'est pas prohibé. Après, c'est comme les avocats à la cour, on ne peut pas fonctionner qu'au success fee. Bien que parfois, il y a certains clients qui tentent de faire accepter ça et on dit non. Mais sinon, on peut le faire. Ouais. Ok, très clair. Vous êtes resté 6 ans au sein du cabinet Spinozzi Suro et vous en êtes parti. Oui. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a eu tout un tas de choses qui, on va dire, les astres se sont alignés au-dessus de ma tête parce que ça correspondait à la fin de ma formation et au moment où j'ai passé le CAPAC. Ça correspondait au moment où François a été immortel et donc a quitté le cabinet. Et donc, c'était le bon moment pour moi de partir et ça correspondait au moment où j'ai eu la chance d'avoir l'examen. Et donc, finalement, c'était le moment de partir et de voler de ses propres ailes. Voilà. Et comment on trouve un cabinet d'avocats au conseil qui accepte de vous faire associer ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez une charge à payer ? Comment on les contacte ? Il y a des chasseurs de tête pour les cabinets d'avocats au conseil ? Non, en fait, comme c'est tout petit... c'est vraiment par réputation, on sait. En fait, pour devenir avocat au conseil, il y a des charges nues qui sont créées régulièrement, et pour avoir ces charges-là, il faut postuler, mais on paye rien du tout. On a la charge si elle nous est attribuée, on doit faire un dossier de candidature et on paye pas. Par contre, il faut tout créer de from scratch. C'est un peu ce qui existe chez les notaires d'eurodatage sans Exactement. l'aléa. Et il y en a eu pas mal qui ont été créés, donc il y a pas mal de mes jeunes confrères qui sont partis sur des charges nues, ou sinon on sait que dans des cabinets qu'on a repérés comme bien, il y a des associés qui cherchent à associer un jeune ou à partir et du coup à faire une transmission de clientèle, et dans ces cas-là on postule, et ça là c'est un peu on connaît machin qui recommande. Et ces cabinets, dans ces cas-là, on rachète effectivement des parts et la cession, elle est contrôlée par le garde des Sceaux. Ça coûte cher ? C'est assez cher. Ouais. Là, en fait, au début, quand en plus on est collaborateur et qu'on se lance là-dedans, on se dit, on voit les chiffres, c'est totalement, en fait, ça paraît énorme, mais en réalité, tous les avocats au conseil qui se sont lancés, en fait, finissent toujours par très bien s'en sortir. Mais c'est juste que on rentre dans une autre échelle, on va dire. Parce que par rapport à ce qu'on gagnait avant en tant que collaborateur, c'est difficile de comparer, parce que la charge de l'emprunt n'est quand même pas neutre. Mais bon, comme on devient directement à l'equity, bon, ça, effectivement, ça s'amortit plutôt bien, mais effectivement, ça peut être impressionnant au début. Très clair. Quand vous arrivez au sein de ce nouveau cabinet dont vous allez nous parler, est-ce que vous voyez une nouvelle manière de travailler que celle que vous aviez avec François et Spinozzi ? Est-ce que c'est ipso facto la même chose ? Est-ce qu'il y a des départements qui existent avec, comme on peut voir en droit des affaires, mais transposés du coup sur les avocats au conseil, des gens qui seraient peut-être plus spécialisés sur la cassation et d'autres sur le conseil d'État ? Comment ça se passe ? En fait, oui, on est tous pluridisciplinaires, et c'est ce qui fait la particularité de notre office, et c'est hyper important de l'être. Mais c'est vrai qu'on a des petites préférences quand même. Donc, par exemple, moi, tout ce qui est conseil d'État au cabinet, c'est moi qui le traite, puisque c'est quand même ma formation d'origine, et j'ai une appétence pour le droit public et le droit public des affaires et le regulatory, mais je fais aussi du droit des affaires devant la chambre commerciale ou les chambres civiles, et je fais aussi du pénal, et j'adore le pénal, parce qu'en fait, pour un publiciste, le pénal, c'est hyper intéressant. Donc du coup, on est pluridisciplinaire, mais c'est vrai qu'il y a des cabinets qui ont on va dire des matières de prédilection,
Et dans le cabinet dans lequel je suis arrivée, la grande matière de prédilection, c'est la propriété intellectuelle. Et donc, effectivement, il y a chez nous un associé qui traite en particulier tous les dossiers de propriété intellectuelle. Et c'est vraiment devenu sa grande spécialité. Mais il ne fait pas que ça. Mais donc, on a, évidemment, s'il y a un dossier de droit public des affaires qui arrive au cabinet, c'est moi qui vais le traiter. La propriété intellectuelle, c'est plutôt lui. Mais moi, j'ai aussi de la propriété intellectuelle devant le Conseil d'État. Et j'en traite aussi devant la Cour de cassation. Donc en fait, voilà, on a des petites particularités, des petites spécialités, mais quand même, on est pluridisciplinaire. Je sais que ça peut être difficile à entendre pour un avocat à la Cour, mais en fait, ça enrichit la pluridisciplinarité, ça enrichit beaucoup en fait les mémoires. Parce que, par exemple, quand on est publiciste, on a une connaissance de l'inertie de l'administration, de la façon dont elle fonctionne. Et quand on est sur des dossiers en pénal avec des questions liées à l'administration pénitentiaire, le droit au recours affectif, des choses comme ça, tout de suite on comprend très bien en fait la problématique. Et en plus moi j'ai fait beaucoup de droits de l'homme, droits fondamentaux, et ça c'est très riche en fait dans les 3 matières, que ce soit en pénal, que ce soit en public ou même en civil, dans certains contentieux. C'est très important de manier ça bien. Donc en fait on est pluridisciplinaire et il faut le rester. C'est important. Et ça nous enrichit. Au début, je pense que pour les jeunes qui arrivent, ça peut leur faire peur. Parce qu'ils se disent, mais attends, moi, je ne vais pas me mettre à faire du pénal, du civil, du public. Et moi, je me souviens la première fois où je voyais les avocats au conseil qui passaient de l'un à l'autre, je me disais, mais c'est incroyable, ça va être vraiment compliqué, c'est chaud. Et en fait, voilà, déjà, la formation, elle dure 3 ans et c'est pour ça qu'elle existe. Et petit à petit, en fait, on se rend compte que ça enrichit notre pratique dans notre matière. Et puis, c'est comme ça qu'on développe sa clientèle et il ne faut pas se limiter à un seul domaine. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je discute pas mal avec Georges Jourde, que j'aime beaucoup, et il me disait que, en gros, je disais, mais il faut de la surspécialisation, c'est comme ça qu'on va chercher la clientèle, etc. Il me dit, toi, tu raisonnes vraiment comme un businessman, etc. Mais il y a autre chose là-dedans. Vraiment, les grands avocats arrivent à avoir une connaissance globale de 3, 4, 5 matières avec une appétence pour aller chercher ailleurs, et on peut résoudre des problèmes en droit des sociétés ou en contentieux des affaires avec un raisonnement qu'on a été pompé et qu'on a calqué sur du droit de la copropriété. Et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir jongler de l'un à l'autre, mais c'est des choses quand même qu'on voit beaucoup moins parce que les matières se densifient et les cabinets d'avocats se spécialisent et les départements aussi. Et donc, je trouve que c'est assez chouette comme raisonnement et de voir ça, c'est plutôt sympa. Mais moi, tous mes potes qui sont des super bons avocats, ils sont en fait, ils pratiquent un droit en particulier, mais ils sont tous à l'aise en fait dans plein de matières. Ils sont pluridisciplinaires, mais ils ne le savent pas. Mais ils savent, ils connaissent, ils ont des connaissances assez poussées en fait dans toutes les matières. Par exemple, chez Darrois, les associés, ils sont forts dans toutes les matières, même s'ils ont tous une spécialité. Mais ils comprennent très bien le droit pénal, la procédure pénale, le droit public, la procédure, peut-être pas dans son détail absolu, mais dans le raisonnement, c'est pas quelque chose qu'ils comprennent pas. Ils comprennent toutes les matières. Très clair. C'est vrai que je le vois aussi de temps en temps. On arrive aux questions qui me brûlent les lèvres depuis tout à l'heure, mais que je peux poser qu'à la fin, en tout cas qu'à ce moment-là. Vous faites 2 ans chez Darrois. Donc vous allez à Londres, chez Weil, vous revenez en France, vous faites 2 ans chez Darrois, vous allez 6 ans au sein du cabinet Spinozzi-Sureau, vous devenez associé au sein de votre cabinet. Comment on développe sa clientèle quand on est avocat au conseil? Parce que, bien sûr, vous rachetez la clientèle, vous rachetez la charge à un associé du cabinet, si j'ai bien compris. Mais derrière, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir développer, il faut pouvoir éviter tout ça. Comment on fait? En fait, il y a plusieurs... déjà, dans les clients du cabinet dans lequel on arrive, il faut être au niveau de l'associé qui était avant et développer petit à petit cette clientèle. Et moi, j'ai la chance d'avoir des associés formidables qui transmettent super bien. Après, il faut développer son réseau. Et quand on a été soi-même avocat à la cour, en fait, on a plein de copains qui maintenant grandissent et deviennent eux-mêmes associés. Et donc, voilà, il faut développer son réseau avec ces gens-là. Il faut se faire connaître. Il faut se faire un peu... il faut aller vers les autres. Il faut faire des déj. Il faut dire, voilà, chez les avocats au conseil...
penser qu'il y a toujours les mêmes, mais en fait non, il y a aussi des jeunes qui arrivent, qui sont motivés, qui travaillent comme des dingues, parce que c'est vrai qu'il y a des habitudes aussi d'aller toujours vers les mêmes avocats au conseil, donc il faut essayer de dire non, il y a d'autres possibilités, et puis petit à petit on crée son réseau comme ça aussi, parce qu'on a eu des dossiers, ça s'est bien passé, du coup les clients reviennent, et puis après les clients vous recommandent auprès d'autres avocats, et voilà, on crée comme ça aussi. Il faut se mettre dans les associations qui pratiquent les matières que vous connaissez bien. Par exemple, moi j'ai la chance de rentrer la PDC, qui est l'association des praticiens dans la concurrence, donc je suis ravie parce que ça permet en fait finalement d'échanger avec des avocats à la cour qui pratiquent eux le droit de la concurrence devant les juridictions du fond, et je trouve ça très riche qu'on puisse participer ensemble à des réflexions sur des sujets et qu'on soit pas chacun de notre côté. Donc c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrive à construire sa clientèle. Voilà, il faut être dynamique, pas rester dans son coin, il faut se bouger. Mais Ok, c'est donc, pareil. comme pour un avocat d'affaires, en fait. C'est ça, c'est Ok. pareil que pour un avocat d'affaires. Et par exemple, si je prends un exemple très concret, il y a une directrice juridique que j'adore qui s'appelle Kikrit Pelleport, qui est avocate, qui est directrice juridique chez Renault, je raconte n'importe quoi. Elle est directrice juridique chez Renault, et du coup, c'est quoi le plus simple? C'est d'aller travailler pour que le conseil habituel de Kikrit Pelleport puisse vous envoyer la problématique de cassation au Conseil d'État qu'elle pourrait avoir chez Renault, ou c'est directement d'aller travailler Kikrit Pelleport en tant que directrice juridique de Renault? C'est quoi le chemin que vous préférez? Ben, en fait, ça dépend de la relation de confiance qu'on a avec les gens, je trouve, parce qu'on peut avoir une super relation avec le client, donc avec la directrice juridique, et dans ces cas-là, de lui dire, bah voilà, tes conseils, ils doivent avoir peut-être l'habitude de travailler avec un avocat au conseil, mais suggère-leur, sans leur faire une violence majeure, que peut-être ils pourraient tester un autre avocat au conseil ou changer un peu leurs habitudes. Ça peut très bien fonctionner, et moi j'ai beaucoup de dossiers qui m'arrivent directement par des directeurs juridiques, et ça fait toujours vachement plaisir en réalité, parce que c'est aussi je pense que les avocats au conseil, on est effectivement dans des choses très juridiques, mais on doit comprendre le business, la façon dont les boîtes fonctionnent, et je trouve que d'échanger avec les directeurs juridiques c'est très précieux. Et oui, aussi, parfois, quand on a une super relation avec un avocat qui est le conseil habituel de cette société, bah, ça peut aussi se faire comme ça. Ça dépend des contacts qu'on a avec les uns et les autres, en fait. Donc, on a les avocats qui peuvent vous apporter du business, les directeurs juridiques. Si on reste chez Renault, Luca De Meo, DG, il peut vous en envoyer aussi, ou un DAF, ou c'est vraiment le côté juridique Non, bah, ça peut aussi passer par le DAF. Hein. Après, c'est vrai que les avocats à la cour, c'est nos premiers prescripteurs de dossiers. Mais souvent, parfois, quand ils ont un gros dossier où ils s'interrogent sur un pourvoi, ils peuvent solliciter plusieurs avocats au conseil. Et le fait que le directeur juridique vous connaisse, ou vous ait déjà rencontré, ou vous recommande et tout, ça peut aussi peser dans la balance dans le choix de l'avocat au conseil qui est fait à la fin. Très clair. Vous allez jusqu'aux questions. Alors, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de droit. Vous allez devant les juridictions communautaires également, donc CJUE, CEDH, etc. Ou ça, ce sont les avocats Non, on y va. Okay. Moi, j'ai eu un dossier là qui a passé le filtre dans la Cour européenne des droits de l'homme, donc j'étais très très contente parce que je m'étais prise une bâche au Conseil d'État et j'étais furieuse. Et je fais pas beaucoup de recours CEDH parce que je sais que la CEDH elle filtre beaucoup de choses. Mais là, je trouvais que c'était non seulement scandaleux qu'on ait été rejeté par le Conseil d'État ce qu'on appelle en PAPC, c'est-à-dire que le pourvoi n'avait pas été admis, donc on n'avait même pas de décision motivée, alors que... Et il n'y a pas besoin de motiver quand c'est pas admis. Quand c'est un pourvoi en cassation et que le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas lieu de l'admettre, il rend une décision non spécialement motivée. Donc moi, j'étais furieuse que ce soit parti vers cette orientation. Et j'étais persuadée qu'il y avait une question qui se posait, et c'est pour ça que j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme, et finalement j'ai eu raison de le faire, parce que là, 1 an plus tard, j'étais hyper contente d'appeler mon client pour lui dire que le recours avait passé le filtre et que c'est très rare. Mais il ne faut pas le faire systématiquement, il faut identifier le bon dossier pour le faire. Et pour la Cour de justice de l'Union, moi j'avais travaillé sur des dossiers qui étaient partis, notamment des questions préjudicielles,
qui avait été transmise à la Cour de justice. J'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Ça pourrait m'arriver, et là, j'aimerais pas que ça m'arrive, mais parce que j'aimerais pas que la question soit posée, mais dans le dossier en question. Mais bon, après, j'aimerais bien. Je crois que c'est vraiment parce qu'on a été récemment avec l'ordre à la Cour de justice, et c'est vraiment très très intéressant, et j'aimerais bien un jour, très prochainement, pouvoir y aller aussi. Donc oui, non, on le fait. Très clair. C'est quoi le dossier d'une vie ou que vous rêveriez d'avoir ? Je crois que le dossier d'une vie, c'est quand notre intervention est fondamentale pour l'issue, soit, je pense, de la vie de quelqu'un ou même de plusieurs personnes, si c'est un dossier qui concerne, je sais pas moi, une société ou pas. Et c'est le dossier qui a fini par être gagné, mais qui s'est gagné dans la douleur, l'adversité, où on a rencontré tout un tas d'épreuves et finalement, à la fin, on gagne. Et donc, du coup, forcément, on y laisse des plumes. Ça nous apprend beaucoup, ça nous rend humbles, et en même temps, à la fin, on a eu finalement un résultat qui rend super heureux. Moi, je vois, il y a plusieurs dossiers où... Parce que si c'est trop facile, c'est cool, hein, mais c'est pas le dossier de votre vie. Il faut que ce soit... a priori, on parte avec un dossier difficile et qu'on finisse par le gagner, et que derrière, il y a des enjeux humains importants où on a l'impression finalement qu'on a un peu changé le cours des choses. Parce que c'est ça. Vous avez les mêmes problèmes que dans les cabinets d'avocats d'affaires, notamment sur le recrutement, avec des crises d'évocation chez les collaborateurs, ou des collaborateurs qui veulent changer, entre guillemets, de mode de vie, et du coup des recrutements vachement, actuellement difficiles. Ouais, et en plus, nous, on a une double difficulté, c'est qu'on est hyper exigeant. Et donc, on cherche des gens qui sont très très bons. On n'a certes pas le même rythme que les cabinets d'avocats d'affaires, mais quand même, on est sur un rythme qui est assez soutenu. Et donc, on peut quand même proposer des conditions de travail, je trouve, qui sont moins... On ne fait pas travailler les gens la nuit, on ne fait pas travailler les gens le week-end, ça, clairement pas, sauf exception. Et la nuit, non, ça, on sauvegarde pour nous, si jamais ça doit arriver. Et donc là-dessus, mais on a effectivement, moi je sais qu'on rencontre des jeunes qui veulent plus en fait d'un rythme où ils travaillent non-stop. Et nous, quand on a commencé, on n'avait pas du tout cette mentalité-là. Moi je trouve ça très bien, je comprends très bien, et qu'on essaye en fait de placer le curseur. Et je pense que nous, au contraire, dans cette mouvance, on peut trouver notre place. Parce que justement, nous, on a des conditions de travail qui sont quand même un peu moins dures que dans les cabinets d'affaires. Après, on est très exigeants aussi. Donc, il faut trouver les collaborateurs qui sont... Et je pense qu'il y a plein de collaborateurs d'avocats qui sont dans les cabinets d'affaires et qui ne pensent pas du tout à aller chez les avocats au conseil. Or, c'est dommage parce que, en fait, nous, c'est un peu les profils qu'on cherche. C'est-à-dire des avocats qui ont le niveau pour être recrutés dans des cabinets d'affaires, mais qui n'ont pas forcément envie du rythme que ça suppose dans certains cabinets. Et nous, clairement, on est intéressés par ce profil-là. Mais franchement, c'est un discours de vérité que j'aime beaucoup, parce qu'en réalité, alors, sauf si je suis le dernier des cons, moi j'imaginais, à mon humble niveau, que en fait, pour pouvoir travailler chez un avocat au conseil, il fallait suivre un cursus particulier, où il fallait justement faire l'IFRAC ou un équivalent. Et en fait, non. C'est-à-dire que non, pas forcément. Et je suis convaincu que tout avocat en poste actuellement dans un cabinet d'avocats ne sait pas qu'il peut aller travailler chez un avocat au conseil sans avoir sauf si, une fois de plus, je suis le dernier des cons, et dans ce cas, je ne peux pas le savoir. Mais il n'y a pas de communication là-dessus. Non. En fait, on essaie. Je crois que le président de l'ordre actuel, qui est super dynamique, va avoir plein d'étudiants à la fac, justement, pour leur montrer que c'est une option tout à fait envisageable et hyper intéressante pour eux. En plus, à mon avis, on peut travailler avec des avocats au conseil et ensuite repartir à la cour. Moi, j'ai vu des collaborateurs qui l'ont fait, qui ont fait 3-4 ans dans le cabinet d'avocats au conseil, et après qui disent non, en fait, moi, je veux repartir à la cour dans un cabinet d'affaires. Ok, et qui ont pu le faire. Mouvement inverse, et ça, c'est le cas d'ailleurs de mes associés, départ dans des cabinets d'affaires. Nous, on a commencé notre carrière dans des cabinets d'affaires, et en fait, au bout de 4 ans, 5 ans, on s'est dit non, en fait, moi, je préfère partir faire autre chose. Parce que je cherche autre chose. Moi, c'était une rencontre particulière qui a fait que je suis allée dans les cabinets. Enfin, j'ai travaillé chez un avocat au conseil, mais à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais pas que ça existait. Et quand François Sureau m'a dit « je vais devenir avocat au conseil », je lui ai dit « mais c'est quoi ?»
Et aujourd'hui, t'es déjà conseillé. je me rends compte que j'ai l'impression quand même que c'est plus connu, que c'est plus, mais je crois que ça l'est pas encore assez. Or, nous, et il faut pas être thésard en droit. C'est vrai que traditionnellement, dans les cabinets d'avocats au conseil, il y a beaucoup de gens qui sont à la fac et qui font des thèses en même temps et du coup qui préparent leur thèse ou préparent leur agrég et travaillent chez les avocats au conseil. On a des profils comme ça, mais on a aussi des profils de jeunes qui sortent de Master 2, qu'on fait des super... Ce qui est en fait en réalité mon profil, qu'on fait Sciences Po à Master 2 ou des Master 2 et qui sont très bons en droit et des jeunes, et nous on cherche ce profil-là aussi. Comment on a les deux en fait. Comment on communique? Comment on fait du marketing quand on est avocat au conseil? Alors clairement, je pense qu'on n'a pas la LJA, on n'a pas tous ces outils-là, mais je trouve qu'on s'est quand même modernisé. On a un site internet, on a LinkedIn. Quand on a des belles décisions, on essaye de communiquer dessus. On fait des podcasts. On essaye de se montrer. Il faut. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que peut-être à l'origine ne faisaient pas trop les avocats au conseil. Ils préféraient vraiment, je pense, rester discrets. Mais dans la nouvelle génération des avocats au conseil, maintenant, il y en a de plus en plus qui communiquent. Très clair. Ça fait quelques temps déjà que je vous turbine de questions de tous les côtés. Je sais que c'est pas facile. J'ai 3 questions encore à vous poser. Je vais volontairement parler longtemps pour vous laisser vous en souvenir. J'aimerais 2 choses qui sont l'équivalent du noir ou du blanc dans le sens dans lequel vous voulez. Un souvenir qui est vraiment un très bon souvenir, duquel vous êtes fier. Que ce soit par rapport à un dossier que vous avez traité, par rapport à un choix que vous avez fait, par rapport à la gestion d'une problématique avec vos collaborateurs, avec vos associés, quelque chose sur lequel vous êtes vraiment très fier de vous, ou en tout cas très fier de vous, très fier de ce que vous avez fait, si vous voulez pas parler de vous. Et de l'autre côté, plutôt quelque chose qui a été dur, qui a été incompréhensible. Je pense qu'on aura l'aspect de dossier CEDH qui passera peut-être là-dessus. Mais en tout cas, quelque chose qui a été vraiment difficile. Si vous avez des exemples, je suis preneur. Alors, je vais commencer par le difficile pour finir par le plus difficile, je crois, c'est quand on a des dossiers où on est persuadé qu'on a quelque chose de vraiment très bon. On a travaillé énormément dessus, on a passé des heures et des heures et des heures et des heures, et on se heurte à un mur et on prend une mauvaise décision. Et ça, je pense que c'est tous les avocats pareil. Après, ça dépend. Quand on fait du contentieux, c'est inévitable. Et ça, parfois, vraiment, ça peut vraiment m'affecter, me révolter sur le coup, me mettre en colère et après m'affecter et du coup presque me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, qu'est-ce que j'aurais dû aller chercher de plus, qu'est-ce qui a manqué à la ligne de défense que j'ai eue. Et ouais, ça peut vraiment être des mauvais souvenirs, surtout quand on a des avocats ou des clients qui vous ont fait confiance et que ça marche pas. Ça, c'est vraiment... ouais, je pense que c'est les plus mauvais souvenirs que j'ai, récents. Mauvais souvenirs passés dans les cabinets d'affaires, clairement des nuits entières au cabinet avec mes 3 sushis devant moi, horrible. Bas de souvenirs, où il fallait bosser le soir, le week-end. Moi, je finissais par être complètement... Non, j'aimais pas. Ça, c'est des et je pense que c'est ce vers quoi vers la réflexion vers les jeunes collaborateurs, justement, de se challenger, mais plus dans des conditions comme ça. Et c'est vrai, il faut le dire, c'est pas des bons souvenirs qu'on a. Les bons souvenirs, déjà d'avoir travaillé avec des gens géniaux. J'ai eu la chance de ça, et ça c'est super, et je peux que encourager les jeunes avocats et les gens géniaux. Ça peut être des gens plus âgés que vous qui sont des sortes de mentors qui vont vous pousser dans les retranchements que vous n'auriez pas pu imaginer, et pour moi clairement c'est François Sureau. Mais ça peut aussi être des gens en fait de votre âge et qui sont aussi géniaux et avec qui vous avez finalement des discussions incroyables qui vous font avancer sur des dossiers. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir finalement un peu dans tous les cabinets dans lesquels j'ai été des amitiés qui sont créées avec des gens incroyables, très 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 bons. Et ça, je dirais, c'est mes meilleurs souvenirs. Et en plus, après, quand on arrive à aller sur des dossiers
Par exemple, le dossier que j'ai dans la CEDH qui risque de marcher, qui risque de gagner, à l'origine, ça vient d'un ami à moi pour qui j'ai une immense estime et que j'ai eu la chance d'être dans son bureau pendant des années quand j'étais avec François Sureau et Patrice Spinozzi. Il s'appelle Nicolas Hervieux et qui est spécialiste de la Cour européenne des droits de l'homme. Et voilà, ça c'est des bons souvenirs. C'est des rencontres qui restent en fait avec le temps. Et c'est ce que métier vous apporte. Je trouve c'est justement ces rencontres-là et après, du coup, ça se suit sur le long terme, et ça vous laisse vraiment des bons souvenirs, je trouve, professionnels. Très chouette. J'ai ma dernière. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? D'avoir plein de succès devant le Conseil d'État et dans la Cour de cassation, d'avoir des beaux dossiers, et surtout parce que moi, je suis en train de créer un cabinet, et je m'investis beaucoup dedans. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le cabinet grossisse bien, et qu'on devienne un cabinet jeune, dynamique, qui devienne un cabinet de place pour les avocats au conseil. Voilà. Raphaël, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. J'ai appris plein de choses et j'espère que les auditeurs du podcast également, que je ne suis pas le seul ignare de cette terre. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci.